première conférence de presse pour ce film qui est donc le film d'ouverture qui va ouvrir la Piazza Grande. Cette conférence de presse a lieu donc en français et vous avez la possibilité d'avoir une traduction simultanée en italien et en anglais. Donc vous pouvez prendre des places si vous n'avez pas encore fait. Si vous avez des questions, nous on va pouvoir aussi les écouter en italien et en anglais si jamais. Ce film est ici en Première mondiale et nous avons une grande délégation avec nous. Je vais vous présenter un peu qui est là. Nous avons le réalisateur ici, qui est Vianney Lebasque, qui est le réalisateur du film. Il a étudié le montage à l'ESRA. Il a d'abord monté plusieurs clips, des bandes annonces et des courts-métrages. Il a réalisé des courts-métrages qui ont eu pas mal de succès dans différents festivals. Son premier film date de 2013, son premier long-métrage. Il s'appelle Les Petits Princes. C'était un film également autour du sport et de l'adolescence. Un film pour lequel Paul Barthez avait gagné le César du meilleur espoir masculin à l'époque. Ensuite, il a continué avec le thème de l'adolescence et une série télévisée qui s'appelle Les Grands, qui a également gagné pas mal de prix à La Rochelle dans celui de la réalisation de série télé. Autour de cette table, nous avons aussi Ahmed Silla, qui est ici au fond et qui, vous le reconnaissez, a joué le rôle de Stan. C'est un humoriste, il a plusieurs one-man shows à son actif, mais il est également un comédien, il a joué dans les différentes séries de télé, on l'a vu à la télé, notamment dans les émissions de M6 et également avec Laurent Ruquier. Nous avons le plaisir d'accueillir aussi Olivier Barthélémy qui est dans le rôle de Pipo, qui vient d'arriver directement de l'aéroport. On a eu la chance parce que il a failli pas être là, mais il est là. Et il a joué... C'est vrai que j'ai l'air de sortir du lit. Il sort de l'avion, pas du lit, mais il est là. Il a débuté avec Kim Chapiron dans Shaitan, il a ensuite joué dans une quinzaine de films, dont celui de Romain Gavras notamment, et pas mal aussi de rôles pour des séries télé, dont La Commune de Abdel Raouf Takri. Plutôt des rôles de gangsters, parce que j'ai vu. Là, en l'occurrence, non, là, je suis un flic. Ah, c'est pourri peut-être. Et nous avons aussi deux producteurs de films, Marc Stanimirovic de Monkey Park Films et Marc-Étienne Schatz de MES Productions, qui sont les deux ici. Voilà, juste encore vous dire que le film va sortir en France le 31 octobre et qu'il a un distributeur suisse déjà, Impulse Pictures, qui devrait s'aligner pour les dates de sortie, donc le 31 octobre également. Et je vais commencer les questions si vous le voulez bien, mais j'espère bien que vous en avez également. Donc, une des premières phrases du film nous indique que c'est basé sur une histoire vraie. J'ai lu aussi dans le générique que c'était une idée originale de Caroline Rodenbach et que vous avez travaillé pour le scénario avec deux autres personnes. Je me demandais comment vous aviez adapté comment vous êtes venu à partir de... Le fait divers. Oui, le fait divers. Oui. Mais en fait, c'est Marc-Étienne et Marco qui m'ont fait lire en fait un scénario qui avait été développé chez eux en fait, qui parlait de ce fait divers-là. Et Marc-Étienne a pensé que c'était potentiellement un sujet qui pouvait m'intéresser, et il avait raison. Et la seule différence, c'est que quand j'ai lu le scénario et le fait divers, il y a quelque chose qui m'est apparu comme étant moi mon point de vue sur cette histoire et sur ce fait divers, c'était d'essayer de ne pas raconter l'histoire des tricheurs, mais de raconter ce qui se passe entre les tricheurs et les deux joueurs qui sont déficients mentaux. Et qu'est-ce qui se passe entre eux dans les vestiaires ou dans les chambres, et qu'est-ce qui se passe pendant 3 semaines, et d'essayer d'imaginer ça. Donc, c'était vraiment un point de départ, le fait divers, qui me permettait moi de raconter, de faire un divertissement, mais aussi un film sur la différence et le handicap mental en particulier. Alors pour les producteurs, comment vous êtes tombé sur cette histoire, comment ça s'est passé, vraiment la naissance du projet, puisqu'il vient de vous en fait? Effectivement, c'est Caroline Herman qui est tombée sur ce fait divers qui était un peu connu chez les personnes qui s'intéressent au sport en gros. Et après l'histoire, on a rencontré un des protagonistes du fait divers, qui est beaucoup moins, on va dire, feel good dans la vie réelle que dans le film. Mais effectivement, après, comme l'a expliqué Vianney, on a développé un scénario qui tendait plus vers la comédie et que je peux raconter la vraie anecdote.
l'idée de départ, quand on a pris le scénario, en tout cas avec Marc et Vianney, l'idée c'était vraiment de travailler sur le fond, sur un film de réconciliation. C'est ce qui a tout de suite intéressé Vianney, et c'est tout de suite ce qu'il a apporté, c'est-à-dire beaucoup de profondeur, beaucoup de sens, et beaucoup d'humanité. Une histoire qui était assez rocambolesque. Est-ce que vous avez dû soumettre l'histoire au comité olympique pour validation ou des choses comme ça ou... On leur a soumis, on leur a d'ailleurs demandé l'autorisation d'utiliser des images, des véritables images des Jeux paralympiques. Donc bien entendu, ils sont au courant de tout, ils ont lu le scénario et ils ont d'ailleurs beaucoup aimé. Parce qu'à la suite de cette histoire, malheureusement, les JO par déficients mentaux ont été interdits jusqu'à Londres. On a recommencé en tout cas les Jeux pour déficients mentaux, mais avec des sports individuels. Donc ils étaient ravis en tout cas qu'on puisse traiter un peu de la déficience et montrer un autre aspect en tout cas de cette situation. Acteur en situation de handicap, vous voulez dire c'était une des choses qui était très importante pour le film, c'était justement que ce qu'on allait vivre sur le tournage corresponde au film, c'est-à-dire que il y ait vraiment les deux personnages handicapés mentaux soient interprétés par des comédiens en situation de handicap et que cette rencontre en fait entre les valides entre guillemets et les déficients soit à la fois sur le tournage comme elle est dans l'histoire, et donc il fallait trouver des comédiens pour le jouer, donc c'était un travail très très long et aussi en collaboration avec un casting, Ahmed et Olivier qui sont ici aujourd'hui, qui devaient justement avoir envie de partager ça en fait, de partager ces scènes avec des comédiens, on va dire plutôt amateurs, même si ce sont des très bons comédiens, avoir envie de raconter cette histoire parce que ça nous a habité pendant tout le tournage tous les jours, c'est une cohabitation qu'il faut assumer, avec laquelle il faut vivre et surtout qu'il faut avoir envie de défendre. Et donc ça c'était la première chose et c'est ce qui nous a réunis du premier jour jusqu'au dernier jour et ça s'est passé on va dire comme ça, c'est-à-dire que moi j'avais de la direction d'acteur à faire avec ces deux comédiens, mais cette direction-là est passée beaucoup par Ahmed et Olivier aussi, puisque c'est eux qui allaient chercher le jeu, qui allaient chercher les émotions aussi chez eux. Donc on a fait équipe comme ça pendant 2 mois, parce qu'effectivement il n'y a pas vraiment de personnage principal, on est dans une histoire d'équipe. Et donc du coup le plus important c'était de trouver des comédiens, c'est ce que je pense avoir réussi à faire, si je peux m'octroyer cette réussite-là, ils ont tous une générosité et un partage, un sens du collectif que moi j'ai vécu pendant le tournage et je pense que ça se ressent un peu dans le film. Et avant de passer de votre côté, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez choisi Ahmed et Olivier aussi? Cette phase du casting qui est venue en amont. Moi j'ai payé moi. Non, j'ai rencontré Ahmed assez rapidement par l'intermédiaire de Marc et Marc-Etienne. Et c'est notre discussion sur le fond du scénario en fait, qui m'a vraiment convaincu. Déjà ce que je trouvais important, c'est pour créer un duo, il fallait créer un duo avec un contraste d'univers et de personnalité. Et je pense que Ahmed et Olivier ont quelque chose comme ça où ils se rejoignent à certains endroits et en même temps ils sont complètement opposés dans leurs univers et dans leur personnalité. Et ce qui fait que le duo provoque par moments certaines étincelles. Donc c'était ça mon leitmotiv pour créer ce duo-là. Parce que c'était pas au-delà de Ahmed ou d'Olivier, c'était créer 2 personnes qui pouvaient s'apporter ça. Quoi. Et de votre côté alors, vous pouvez nous raconter comment s'est passé le casting et ensuite les 2 mois où vous avez travaillé ensemble? Est-ce que vous aviez déjà travaillé ensemble? Non, c'est la première fois qu'on se rencontrait, en tout cas dans le travail. J'ai une manière de choisir les films qui est hyper drastique, c'est-à-dire que je lis tous les projets que je reçois et à partir du moment où j'ai un coup de cœur, je fonce tête baissée et je réfléchis qu'après le montage du film, si c'était une bonne idée ou pas. Et là, donc, Marco, qui travaille chez Cat Productions, nous a soumis le scénario à mon équipe et moi. On l'a lu et on est tombé amoureux. Et c'est qu'après qu'on s'est rendu compte que c'était une histoire vraie. Donc ça nous a donné encore plus envie de foncer dans ce scénario, dans cette aventure-là. Et ensuite, après, j'ai rencontré Vianney. Et Vianney, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il parle bien et tout. Mais la première fois que j'ai rencontré, j'ai eu peur.
parce qu'il est très comme ça, c'est poker face. Il laisse pas transmettre ses émotions. Donc je ne savais pas s'il était content au début de travailler avec moi, tout ça. On a fait un premier rendez-vous où je suis arrivé en retard en plus. Tu te souviens? Ah, ça, il faut voir. Ouais. C'était pas. C'est comme dans le film en fait. Ouais, exactement. Vous aviez un casting. Et donc moi j'étais hyper enthousiaste, hyper content. Parce que j'avais vu Les Petits Princes, j'avais adoré, j'avais aimé cette manière de filmer, cette manière de raconter des histoires. On pouvait rire et à la fois être hyper ému. Et c'est ce travail-là moi que je voulais rechercher. Et puis après c'était que du bonheur tout le temps. Puis Olivier, c'est Olivier, c'est comme dit Vianney, on est opposés sur certains points, mais on se retrouve dans notre humour, dans nos goûts musicaux, dans nos. Ce qui est quand même assez drôle, c'est que je sais pas si tu te rappelles la première fois où on s'est rencontrés, on s'est checké, on s'est serré la main. J'ai l'impression que je le connaissais depuis 10 ans. Exactement. Ça tout de suite, ça a super bien matché. Mais moi, mon arrivée sur le film, elle est assez différente. C'est que j'avais entendu parler du projet via l'agent de Vianney. Et donc je connaissais pas Vianney, mais je l'avais rencontré pour un autre projet que je n'avais pas fait avec lui. Où j'avais fait des essais avec lui, où j'étais vraiment terriblement nul. Il m'a avoué après. Et donc après, j'ai essayé de le joindre, je l'ai joint. Et puis il m'a dit écoute, oui, ce film. Je vais t'envoyer le scénario, ça peut peut-être t'intéresser pour un rôle, et puis voilà, j'ai lu le scénario, ça m'a beaucoup plu. En fait, je me suis incrusté en fait sur ce film. Personne n'a pu venir, mais doucement, petit à petit. Petit à petit, ouais. Tout doucement, mais après c'est évident. Il fallait que tu sois là. Ça n'aurait pas eu la même saveur sinon. J'ai l'impression, mais. Est-ce que vous avez dû apprendre à jouer au basket? Non, moi le basket c'était inné chez moi. C'était mon deuxième métier. Moi j'ai eu le choix entre l'humour et le basket. Ouais, t'as bien fait de choisir. Voilà. Et le basket voulait pas de moi. Non, on a fait des séances de basket parce que c'était. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Vianney c'est un bourreau de travail. C'est-à-dire qu'il va vraiment au bout des choses et c'est toujours très bizarre de faire des compliments sur le réalisateur avec lequel on aime travailler, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il aime qu'on aille au bout des choses, on ne reste pas en surface. Donc il voulait des joueurs, pas qui sachent jouer un minimum, mais qui sachent jouer vrai au basket. Donc on a fait des séances de basket assez dures, avec un vrai prof, avec un vrai entraîneur de basket. Et ça, on s'est amélioré. Hein. Moi je pense que entre notre première rencontre et le film, non, il y a eu. Non, puis c'était aussi l'occasion de travailler avec des autres acteurs, de fonder une équipe, et ça a participé d'ailleurs au jeu, le fait d'être obligé de travailler ensemble, de jouer ensemble. Mais toi, tu joues au basket? Moi, je joue au basket, oui, mais voilà. Mais bon, Je crois que les entraînements de basket en préparation de film ont plus permis à l'équipe de se créer, de se développer, que véritablement de progresser en basket, parce que. Exactement. C'est ce que j'avais dit à Marc-Étienne d'ailleurs. J'ai dit il faut absolument qu'on s'entraîne dur, non pas pour progresser. Mais si, après il y a eu des progrès faits. Oui, il y a eu des progrès, c'est sûr. Non, mais c'est-à-dire qu'on n'avait pas le budget nécessaire pour les effets spéciaux. Il fallait marquer les paniers. On nous a donné un budget pour les effets spéciaux. On nous a dit qu'on se comprenait à ça. On avait le droit à 3 paniers qui rentraient là. Voilà. Et tout le reste fallait faire. Ça, c'est bien. Sur comment filmer le foot. Et donc là, j'ai réfléchi de la même façon à comment filmer le basket, qui sont deux sports totalement différents, qui est un sport que je connais moins bien d'ailleurs que le foot. Et après, le sujet est complètement différent. Donc mon but, c'était pas de montrer des virtuoses, c'était d'adopter des points de vue. Et en fait, finalement, on raconte une histoire. Donc je filme pas vraiment le sport, je raconte qu'est-ce qui doit se passer à ce moment-là pour ce personnage pour que l'histoire continue sur le terrain. En fait, c'est pour ça qui est important. Et après, on a quand même vécu, c'est quand même extrêmement compliqué, je ne vais pas mentir. On a passé une semaine extrêmement difficile à faire toutes les séquences de basket. Tu parles de Bordeaux? Ouais. Je m'en souviens. C'était vraiment Tous les soirs, harassant. on allait chez le kiné. Quand tu rentrais à l'hôtel, nous, tous les soirs, on allait chez le kiné. Non, c'est quand même très fatigant et très compliqué parce qu'il y a beaucoup de points de vue. En plus du sport, il y a aussi toutes les scènes d'équipe, donc il faut à la fois faire
le sport, mais aussi le jeu, et aussi avoir tous les échanges de regards, etc. Aussi, multiples dans un film d'équipe. Donc ouais, cette semaine-là, quand on a terminé, j'étais à la fois très fatigué, très content. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Dans le film, je notais qu'il y avait un peu d'amaresse, si le mot est correct. Vous étiez un peu amer dans certaines phrases du trainer qui disait que personne ne regarde les Paralympiques. Il était sûr que personne ne les aurait jamais fait la conférence de presse avec une seule personne. Parce que c'était la réalité en 2000. Et je pense qu'effectivement, il y a eu une évolution. Je pense que depuis Londres, ce sont des jeux qui sont beaucoup plus médiatisés et beaucoup plus suivis aujourd'hui. Il y a eu un gros effort de faire en termes de communication. Mais encore en l'an 2000, au jeu de ciné, moi j'ai pu regarder les images d'archives. Il n'y a personne dans les tribunes. Donc il y a des athlètes fantastiques, mais il n'y a personne pour les applaudir. Et du coup, c'était quelque chose qui apparaît quand eux-mêmes ils sont tricheurs, ils arrivent dans un stade et en fait le stade est vide et ils sont dégoûtés parce qu'ils y venaient aussi pour prendre leurs applaudissements. Donc c'était quelque chose d'assez. Mais c'est des choses il y a plein de petites choses comme ça qu'on a voulu insérer dans le film pour raconter aussi certaines. Où il y a une espèce d'amertume par rapport à ça. Mais c'était aussi en l'an 2000 et je trouve objectivement qu'aujourd'hui il y a eu une vraie évolution par rapport à ces jeux-là, qui sont beaucoup plus couverts médiatiquement. Et pour rebondir là-dessus, par rapport au financement du projet, est-ce qu'on vous a dit que c'était un sujet qui pouvait nous intéresser? J'ai noté cette phrase, en effet, on dit mais personne ne regarde ça à la télé, ça n'intéresse personne. En gros, est-ce que ça se reflète aussi dans une problématique de financement du film Ah oui, ça s'est reflété, Marc, tu me diras si je me trompe, mais ça s'est reflété tout le long de la production du film, aussi bien avec les diffuseurs qui avaient peur du sujet, parce qu'il y a vraiment deux façons de le traiter. On aurait pu traiter, certains réalisateurs l'auraient traité sûrement sur le ton de la moquerie, et ceux qui connaissent Vianney savaient très bien qu'il y apporterait du fond, du sens et une vérité, et qu'il en ferait un vrai feel good movie. Et ça a fait peur non seulement aux diffuseurs, ça a fait peur aussi à des sociétés de placement de produits, parce que communiquer sur une histoire pareille n'est pas facile. On n'a pas eu un seul placement de produits. Pas un seul, et même au niveau de la musique, ça a été très très dur jusqu'à la fin, puisque personne n'a voulu nous donner l'autorisation, très peu d'éditeurs nous ont donné l'autorisation, ils avaient très très peur du traitement, et il faut connaître Vianney, il fallait connaître la sensibilité de l'équipe et des comédiens pour savoir qu'on n'en ferait pas une... C'était la première fois où je devais faire des lettres des notes d'intention pour les compositeurs à qui on demandait les droits de leur musique pour leur expliquer ce qu'on allait faire, etc. Parce que tout de suite, à partir du moment où il y a une comédie sur le handicap, tout le monde a peur. Donc les gens tremblent, c'est quand même c'est exactement pour ça qu'on a fait ce film-là, mais il y a quelque chose comme un tabou, comme quoi on ne peut pas rire de ça. Et effectivement, on l'a subi à toutes les étapes de la production du film. Les difficultés sont vraiment dues au fait que ce soit de la comédie sur le handicap, plus que le handicap en soi. Le handicap en soi, ça pose pas de problème de financement. Mais c'était le traitement, effectivement, qui était très. Les gens étaient un peu dubitatifs sur ce que ça pouvait donner. Vous avez le casque si vous voulez. Considering the end of the film, what would you say about small lies? Are they useful in real life, actors? Because I think that lie was useful at the beginning, but at the end, I'm not sure. C'est savoir s'il y a quelque chose de positif à attirer d'un mensonge comme celui-là. C'est exactement pour ça qu'on essayait de terminer cette histoire par quelque chose de réel. C'est que dans tous les cas, c'était une erreur fondamentale de faire ce mensonge-là. C'était important de terminer sur ce point, je pense, qui est moralement
pour nous évident. Après, c'était chercher malgré tout l'humanité à travers des gens qui ont pu faire ça et essayer de trouver quelque chose. Je pense que dans tous les parcours, dans toutes les erreurs, il y a toujours des possibilités d'apprendre certaines choses. Et nous, on s'est concentré sur le fait de savoir, sans juger ces personnages-là, par rapport à ce qu'ils étaient capables de faire, qu'est-ce qu'ils ont pu vivre ensemble et qu'est-ce qu'on pourrait... Moi, c'est quelque chose d'important pour moi, c'est-à-dire que si je fais un film, je trouve qu'on vit dans un contexte très compliqué. Et si je peux réussir à raconter une histoire où le spectateur en sort chargé d'émotions, ou de quelque chose de positif par rapport à ce qu'il peut appréhender dans sa vie de tous les jours, ou même faire un film sur le handicap où on essaie d'effacer les frontières, c'est moi ce qui m'intéressait de faire, vraiment. Et c'est en ça que je me suis vraiment dégagé en fait du fait divers, c'est pour ça que ça inspire le point de départ. Mais effectivement, à la fin, c'était important de rappeler que dans tous les cas, le mensonge était une erreur fondamentale. Et pour continuer sur la question, en français on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est-à-dire qu'il y a des fois on peut mentir pour cacher un petit peu la réalité et ça peut amoindrir les conséquences que peuvent avoir certaines aventures ou certaines situations. Des fois il faut savoir mentir. Bon, de temps en temps, des petits mensonges. Là c'est un gros mensonge. Mais ce qui est plaisant à voir dans ce film-là, c'est que, effectivement, comme vous le disiez, à la fin, le mensonge, il est plus utile parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de tricher pour les bonnes raisons. Et au départ, ils le faisaient pour les mauvaises raisons. Donc voilà. Il faut savoir mentir. Oui, puis il y a toutes sortes de handicap dans chacun des personnages, donc finalement c'est regrouper aussi le handicap par rapport à toute forme de handicap. Handicap social. Tu parles de ton personnage. Voilà. Ouais. J'habite aussi très bien dans la vie finalement. How would you like to sell your film? As a comedy, as a drama, and for distribution, or a director for artistic reason? How should we describe that film in one word? How will you market it? One word. And for director, after that, why Queen? C'est un feel-good movie. C'est un feel-good movie. Mais moi, si je peux me permettre, moi c'est ce que j'avais dit d'ailleurs au producteur et c'est plus que j'en avais parlé avec Vianney. Mais moi, j'ai pas envie qu'on vende ça en premier lieu comme une comédie, parce que souvent les gens et le public s'attendent à ce que ce soit des comédies populaires où on se gratte sous les aisselles pour rire. Il faut faire très attention avec le terme de comédie. Moi j'aime bien, là c'est un feel-good movie, c'est une aventure humaine dans laquelle on va pouvoir être ému et il y a des moments très très drôles. Mais il ne faut pas que ce soit juste un package de c'est une comédie. Si je peux me permettre. Je parle sous votre contrôle, hein. Non, moi je suis toujours un peu mal à l'aise pour savoir comment est-ce qu'on vend un film et tout, c'est-à-dire que je pense pas à ça en fait quand je le fais, et du coup quand il s'agit de se poser cette question-là, moi je sais que je suis à l'aise avec l'équilibre entre le rire et le drame. J'aime pas trop le rire sans la profondeur, et j'aime pas quand on appuie avec le même sentiment du début jusqu'à la fin, des choses trop dramatiques non plus, et donc du coup l'équilibre qu'on a essayé de traduire, moi j'aime pas le genre de film comme pour ce qu'il est en fait. Je pense que moi je l'ai toujours interprété comme une comédie dramatique, quelque chose où en fait on a une vraie belle histoire humaine dans une arnaque immorale, quoi. C'est beau ça.
On peut garder ça? Tu peux redire? Ah, j'ai oublié déjà. Moi j'aime bien ça, ce terme-là, il faut le noter. Hein. En anglais, en italien, en suisse. J'aime bien, c'est une belle aventure humaine dans une arnaque immorale. C'est beau, ça peut s'arrêter là-dessus. Hein. En plus, on va devoir, mais il me semble qu'il y avait Non, il y avait une madame qui avait il y a une question de La critique que vous faites quand l'entraîneur parle de tests d'intelligence. Donc, il y a une critique sur les moyens de juger l'intelligence des gens. Il y a différents types d'intelligence. Et puis, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez du mélange des gens qui ont des handicaps mortels, etc., et des gens qui n'ont pas d'handicap. Donc, l'handicap amélioré, et on se rend compte que tout le monde a un handicap. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a plusieurs questions, j'ai l'impression, mais qu'est-ce que je pense en fait de ce propos? C'est le sujet du film en fait, hein. On parle du QI, peut-être. Moi j'ai le sentiment en fait, pour m'être vraiment rapproché de cet univers-là pour pouvoir en parler, que dans tous les cas il faut toujours mieux un mélange, et que en fait, pour faire un peu d'histoire, parce que je me suis vraiment renseigné, la politique qui a été la politique française qui a été par rapport au handicap, et notamment au handicap mental, ça a été plutôt dans les années 70-80, le fait de séparer un peu le monde des valides avec le monde des handicapés. On a des centres de travailleurs handicapés, et ils vivent tous en vase un petit peu clos, comme ça, dans un peu entre eux. Et si on observe notamment au Canada, on peut se rendre compte qu'ils ont fait une politique complètement différente, qui était celle de beaucoup plus les mêler à la vie de tous les jours, donc dans les entreprises, etc. Et c'est ce qu'on a commencé à faire à un moment donné, au début des années 2000 en France, où on a intégré justement des travailleurs en situation de handicap dans les entreprises. On a recommencé à les intégrer à l'intérieur de la société, on va dire, classique. Et moi, je suis complètement pour ça, parce que j'ai l'impression on est tous en constante évolution, eux à leur rythme, et le fait de les confronter constamment au monde réel, je pense que ça les tire vers le haut. Et de la même façon, nous, ça nous permet de mieux les connaître sans être, un peu perdu quand on les rencontre pour la première fois. Et donc, le film essaye justement de casser un peu ces préjugés qu'on pourrait peut-être avoir. Et donc, du coup, à travers le dialogue de Jean-Pierre Daroussin à ce moment-là, quand on parle. C'est que moi, ce que j'ai découvert aussi en m'intéressant à ce sujet-là, on a confronté vraiment dans les différents centres et tout ça, c'est qu'ils vivent ensemble, mais c'est extrêmement difficile de les mettre dans une catégorie. C'est quoi, les catégories sont tous extrêmement différents, et pour deux pathologies similaires, on va avoir deux personnalités qui n'ont strictement rien à voir. Et du coup, à chaque fois que j'ai fait les castings, donc je les rencontrais un à un pour rencontrer différents. Je me rendais compte qu'en fait, je rencontrais une personnalité qui était complètement unique, qui n'avait rien à voir avec une personne qui avait le même âge et la même pathologie. Et du coup, on est obligé administrativement de les mettre dans des espèces de catégories par rapport à leur carte d'handicapé, sur leur degré d'invalidité, etc. C'est très difficile de classifier, et c'est ça que j'ai envie de bousculer un petit peu avec ce dialogue-là. Et je pense que ce que dit Jean-Pierre Daroussin à ce moment-là, c'est quelque chose d'important, c'est que le test de QI, qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? À quel moment on a déterminé que ce test-là était parole d'or, et qu'on pouvait mettre les gens dans la catégorie à partir de ça. Donc c'est ça qu'on mettait un petit peu en question à ce moment-là.